Nous avons vu que notre organisme est en permanence entouré de micro-organismes plus ou moins pathogènes. Un petit rappel aussi sur ce qui se passe lorsque ces micro-organismes arrivent à passer les barrières de protection. Alors ces deux barrières sont la peau et les muqueuses. Lorsque une bactérie ou un virus va traverser ces barrières, on va observer parfois ce qu'on appelle une inflammation. Les grands symptômes de l'inflammation étant la rougeur, une certaine chaleur, de la douleur et un gonflement. Alors lorsqu'on regarde cette inflammation, on arrive parfois à observer ce qu'on appelle du pus. Lorsqu'on observe une goutte de pus, on va observer la présence de deux éléments différents. Les bactéries, d'un côté, lorsque c'est une infection avec des bactéries, et de l'autre côté, des cellules un peu particulières, avec un noyau dont on a l'impression qu'il est composé de trois noyaux différents. Alors c'est un problème d'observation. En fait, ces noyaux ne sont pas triples, mais ont une forme un peu particulière qui donne l'impression que la cellule a trois noyaux. D'où le nom qu'on leur a donné, à savoir les polynucléaires. Donc, ces polynucléaires, lorsqu'on observe cette goutte au microscope, eh bien, on s'aperçoit qu'ils ont englobé les bactéries. Ils vont avoir une fonction de défense de l'organisme, qui est ce qu'on appelle la phagocytose. C'est la première défense de l'organisme. C'est une réaction rapide qui va permettre d'éliminer une quantité importante de bactéries. Alors, d'où proviennent ces polynucléaires? Eh bien, en fait, ils vont provenir des vaisseaux sanguins. Lorsqu'on observe une composition sanguine, on s'aperçoit qu'il y a majoritairement des globules rouges et un certain nombre de cellules avec un noyau qu'on appelle des globules blancs. Alors, c'est le nom générique. Dans ces globules blancs, on va trouver deux catégories. Certaines qui ont un gros noyau, on en parlera plus tard, et d'autres qui ont ce fameux noyau en forme de lobe, qui sont donc les polynucléaires. Alors, attention, c'est un terme qu'on va utiliser, mais on lui préférera le terme de phagocytes. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui vont réaliser la phagocytose. On va en parler juste après. Ces phagocytes ont donc la capacité de traverser les vaisseaux sanguins pour rejoindre les zones qui sont infectées. Comment font-ils? Eh bien, ce sont des cellules qui peuvent se déformer de manière extrême. Elles vont donc arriver à se glisser entre les cellules qui composent elles-mêmes les vaisseaux sanguins pour pouvoir sortir. Ce phénomène se nomme la diapédèse. Et ces cellules sont attirées par nos zones blessées parce que les cellules qui ont été en partie détruites libèrent des substances qui vont avoir une fonction d'attraction de ces phagocytes. Il arrive parfois que cette phagocytose ne soit pas suffisante. Et dans ce cas-là, on va arriver à une deuxième étape, une réaction qui est plus lente, mais qui va être plus importante et surtout spécifique. On constate, lorsque nous avons affaire à certaines infections, la présence dans le sang d'éléments qu'on appelle des anticorps. Alors, c'est un terme qu'on utilise très souvent dans les médias. Il faut savoir que les anticorps sont des molécules qui circulent dans le sérum sanguin. D'ailleurs, une des premières méthodes de soins qui était utilisée par rapport à ces anticorps, c'est ce qu'on appelle la sérothérapie. On fait fabriquer à un organisme une quantité importante d'anticorps, en l'infectant tout simplement, et on va récupérer ce sérum, qui est la partie liquide du sang, avec les anticorps, pour les injecter à une personne malade. Alors, c'est une protection qui est relativement rapide, mais qui a aussi une durée très courte, puisque les anticorps ont une durée de vie peu importante. Donc, une fois qu'ils ont agi, ils se détruisent et ils ne sont pas renouvelés. Donc la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui produit ces anticorps? On constate que les anticorps ont la capacité de fixer les bactéries. Alors, comment font-ils? Eh bien, ils vont repérer à la surface de ces bactéries, alors je utilise le terme de bactéries, mais tout micro-organisme qui est considéré comme étranger, ils vont repérer à la surface de ces bactéries des éléments reconnaissables qu'on appelle des antigènes. Alors, les anticorps et les antigènes se fixent parce qu'ils ont des formes qui sont complémentaires. Une fois que l'anticorps est fixé sur l'antigène, eh bien, la bactérie qui porte ces antigènes va être immobilisée, ce qui va favoriser le travail des phagocytes. On a donc une coopération cellulaire entre une cellule, le phagocyte, et une molécule, l'anticorps. Mais d'où viennent ces anticorps? Alors on a constaté que certains organismes irradiés, dans lesquels on a détruit une catégorie de cellules, vous savez, ces cellules dont on avait parlé tout à l'heure, qui avaient un gros noyau et dont on ne savait pas à quoi elles servaient, et bien lorsqu'elles sont détruites, l'organisme est incapable de fabriquer des anticorps. On peut donc en déduire tout à fait légitimement que les cellules qu'on trouve dans le sang, qui ont un
gros noyaux, qui sont des globules blancs, dont le nom est lymphocytes, je vous l'apprends, eh bien, sont les cellules qui sont responsables de la fabrication des anticorps. En résumé, ces lymphocytes fabriquent des anticorps, les anticorps viennent se fixer sur les antigènes des micro-organismes reconnus comme étrangers. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'ils peuvent aussi se fixer sur des antigènes de globules rouges qu'on aurait injectés. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on donne du sang d'une personne qui n'est pas compatible, eh bien, ce sang est détruit. À la surface de ces globules rouges, les molécules qui permettent d'identifier le groupe sanguin, il faut savoir que ce sont des antigènes. Donc, ce mécanisme va montrer la coopération entre les lymphocytes qui fabriquent des anticorps et les phagocytes qui détruisent les bactéries immobilisées. Alors, comment ces lymphocytes arrivent-ils à repérer ces bactéries? Eh bien, il faut savoir que notre corps est quadrillé, c'est vraiment le terme qu'on peut utiliser, par des organes qu'on appelle des ganglions lymphatiques. Et dans ces ganglions, on va retrouver toutes les catégories de globules blancs, dont les lymphocytes. On verra qu'il existe 2 catégories. Et ces ganglions sont en contact avec tout l'organisme. Ce qui fait que si une bactérie a réussi à infecter notre corps, c'est-à-dire qu'elle a réussi à passer la barrière protectrice, à se multiplier, eh bien, elle va passer au contact de ces ganglions, se retrouver en contact de ces lymphocytes qui ont la capacité à reconnaître un élément étranger. Lorsque cette reconnaissance se fait, ce lymphocyte va se multiplier de manière à augmenter la capacité à produire des anticorps. Il va aussi se différencier pour devenir une véritable machine à fabriquer des anticorps, ce qu'on appelle un plasmocyte. Et il va libérer dans l'organisme une quantité importante d'anticorps spécifiques de la bactérie qui nous a contaminés. Encore une fois, j'utilise le terme bactérie, mais ça pourrait être autre chose. De manière à ce que ces éléments envahisseurs soient immobilisés et que les phagocytes puissent agir.